épisode, on va dire ça comme ça. Forestier, son ami vient de mourir et du coup il a proposé à sa femme de l'épouser si elle voulait. Un bruit soudain les fit tressautiller. La garde entrait. Il faisait grand jour. La jeune femme sur le fauteuil en face semblait aussi surprise que lui. Elle était un peu pâle mais toujours jolie, fraîche, gentille, malgré cette nuit passée sur un siège. Alors, ayant regardé le cadavre du roi, tressaillit et s'écria: Oh, sa barbe! Elle avait poussé cette barbe en quelques heures sur cette chair qui se décomposait, comme elle poussait en quelques jours sur la surface d'un vivant, et demeurait effarée par cette vie qui continuait sur ce mort, comme devant un prodige affreux, devant une menace surnaturelle de résurrection, devant une des choses anormales, effrayantes qui bouleversent et confondent l'intelligence. Ils allèrent ensuite tous les deux se reposer jusqu'à 11 heures. Puis ils mirent Charles au cercueil et ils se sentirent aussitôt allégés, rasserénés. Ils s'assirent en face l'un de l'autre pour déjeuner, avec une envie éveillée de parler de choses consolantes, plus gaies, de rentrer dans la vie puisqu'ils en avaient fini avec la mort. Par la fenêtre grande ouverte, la douce chaleur du printemps entrait apportant le souffle parfumé de la corbeille d'œillets fleuris devant la porte. Madame Forestier proposa à du roi de faire un tour dans le jardin, et ils se mirent à marcher doucement autour du petit gazon en respirant avec délice l'air tiède plein d'odeurs de sapin et des eucalyptus. Tout à coup, elle lui parla sans tourner la tête vers lui, comme il avait fait pendant la nuit là-haut. Elle prononçait les mots lentement d'une voix basse et sérieuse. Écoutez, mon cher ami, j'ai bien réfléchi déjà à ce que vous m'avez proposé et je ne veux pas vous laisser partir sans vous répondre un mot. Je ne vous dirai d'ailleurs ni oui ni non. Nous attendrons, nous verrons et nous nous connaîtrons mieux. Réfléchissez beaucoup de votre côté. N'obéissez pas à un entraînement trop facile. Mais si je vous parle de cela avant même que ce pauvre Charles soit descendu dans sa tombe, c'est qu'il importe, après ce que vous m'avez dit, que vous sachiez bien qui je suis, afin de ne pas nourrir plus longtemps la pensée que vous m'avez exprimée. Si vous n'êtes pas d'un caractère à me comprendre et à me supporter. Comprenez-moi bien, le mariage, pour moi, n'est pas une chaîne, mais une association. J'entends être libre, tout à fait libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties. Toujours. Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion sur ma conduite. Je m'engagerai bien entendu à ne jamais compromettre le nom de l'homme que j'aurai épousé, à ne jamais le rendre odieux ou ridicule. Mais il faudrait aussi que cet homme s'engageât à voir en moi une égale, une alliée, et non pas une inférieure, ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je n'en changerai point, voilà. J'ajoute aussi, ne me répondez pas, ce serait inutile et inconvenant. Nous nous reverrons et nous en reparlerons peut-être de tout cela plus tard. Maintenant, allez faire un tour. Moi, je retourne près de lui, à ce soir. Il lui baisa longuement la main et s'en alla sans prononcer un mot. Le soir, ils ne se virent qu'à l'heure du dîner, puis ils montèrent dans leur chambre, étant tous les deux brisés de fatigue. Charles Forestier fut enterré le lendemain, sans aucune pompe, dans le cimetière de Cannes, et Georges Duroy voulut prendre le rapide de Paris qui passe à 1h30. Madame Forestier l'avait conduit à la gare. Il se promenait tranquillement sur le quai en attendant l'heure du départ, et parlait de choses indifférentes. Lorsque le train arriva, très court, un vrai rapide n'ayant que 5 wagons, le journaliste choisit sa place, puis redescendit pour causer encore quelques instants avec elle, saisi soudain d'une tristesse, d'un chagrin, d'un regret violent de la quitter comme s'il allait la perdre pour toujours. Un employé criait « Marseille, Lyon, Paris, en voiture ». Duroy monta, puis s'accouda à la portière pour lui dire encore quelques mots. La locomotive siffla et le convoi doucement se mit en marche. Le jeune homme, penché hors du wagon,
regardait la jeune femme immobile sur le quai, dont le regard le suivait. Et, soudain, comme il allait la perdre de vue, il prit avec ses deux mains un baiser sur sa bouche pour le jeter vers elle. Elle le lui renvoya d'un geste plus discret, hésitant, ébauché seulement. Ah, nous allons arriver dans la deuxième partie. Donc si j'avais su pas, j'aurais essayé de coller ça avec un autre livre, mais bon, enfin avec une autre vidéo, mais bon, tant pis. Bon, donc deuxième partie 1. Georges Duroy avait retrouvé toutes ses habitudes anciennes. Installé maintenant dans le petit rez-de-chaussée de la rue de Constantinople, il vivait sagement en homme qui se prépare une existence nouvelle. Ses relations avec Madame de Marelle avaient même pris une allure conjugale, comme s'il se fût exercé d'avance à l'événement prochain, et sa tête maîtresse, s'étonnant souvent de la dont il était réglé de leur union, répétait en riant: Tu es encore plus popote que mon mari, ça n'était pas la peine de changer. Madame Forestier n'était pas revenue, elle s'attardait à Calais. Il reçut une lettre d'elle, annonçant seulement son retour seulement pour le milieu d'avril, sans un mot d'allusion à leurs adieux. Il attendit. Il était bien résolu maintenant à prendre tous les moyens pour l'épouser si elle semblait hésiter. Mais il avait confiance en sa fortune, confiance en cette force de séduction qu'il sentait en lui, force vague et irrésistible que subissaient toutes les femmes. Un court billet le prévint que l'heure décisive allait sonner. Je suis à Paris. Venez me voir, Madeleine Forestier. Rien de plus. Il l'avait reçue par le courrier de 9h. Il entrait chez elle à 3h, le même jour. Elle lui tendit les deux mains en souriant de son joli sourire aimable. Ils se regardèrent pendant quelques secondes au fond des yeux. Puis elle murmura: Comme vous avez été bon de venir là-bas dans ces circonstances terribles. Il répondit: J'aurais fait tout ce que vous m'auriez ordonné. Et ils s'assirent. Elle s'informa des nouvelles, des Walter, de tous les confrères et du journal. Elle y pensait souvent au journal. Ça me manque beaucoup, disait-elle, mais beaucoup. J'étais devenue journaliste dans l'âme. Que voulez-vous, j'aime ce métier-là. Puis elle se tut. Il crut comprendre. Il crut trouver dans son sourire, dans le ton de sa voix, dans ses paroles elles-mêmes, une sorte d'invitation. Et bien qu'il se fût promis de ne pas brusquer les choses, il balbutia: Eh bien, pourquoi ne le reprendriez-vous pas, ce métier, sous le nom de Duroy? Elle redevint justement, brusquement sérieuse, et, posant la main sur son bras, elle murmura: Ne parlons pas encore de ça. Mais il devina qu'elle acceptait, et, tombant à genoux, il se mit à lui baiser passionnellement les mains en répétant, en bégayant: Merci, merci, comme je vous aime. Elle se leva. Il fit comme elle, et il s'aperçut qu'elle était fort pâle. Alors il comprit qu'il lui avait plu depuis longtemps peut-être, et comme il se trouvait face à face, il l'étreignit, puis l'embrassa sur le front d'un long baiser tendre et sérieux. Quand elle se fut dégagée, en glissant sur sa poitrine, elle reprit d'un ton grave: Écoutez, mon ami, je ne suis encore décidée à rien. Cependant, il se pourrait que ce fût oui. Mais vous allez me promettre le secret absolu, jusqu'à ce que je vous en délie. Il jura et partit, le cœur débordant de joie. Il mit désormais beaucoup de discrétion dans les visites qu'il lui fit, et il ne sollicita pas de consentement plus précis, car elle avait une manière de parler de l'avenir, de dire plus tard, de faire des projets où leurs deux existences se trouvaient mêlées, qui répondaient sans cesse mieux et plus délicatement qu'une formelle acceptation. Duroy travaillait dur, dépensait peu, tâchait d'économiser quelque argent pour n'être point sans le sou au moment de son mariage, et il devenait aussi avare qu'il avait été prodigueux. L'été se passa, puis l'automne, sans qu'aucun soupçon vînt à personne, car il se voyait peu et le plus naturellement du monde. Un soir, Madeleine lui dit, en le regardant au fond des yeux: Mais pourquoi elle gratte à la porte l'autre alors que c'est ouvert de l'autre côté? Quelle emmerdeuse. Bref, vous n'avez pas encore annoncé notre projet à Madame de Marelle. Non, mon ami, vous ayant promis le secret, je n'en ai
doucement les yeux, comme pour ne point remarquer son trouble, et reprit. Si vous le voulez, nous pourrons nous marier au commencement de mai. Ce serait très convenable. J'obéis en tout avec joie. Le 10 mai, qui est un samedi, me plairait beaucoup, parce que c'est mon jour de naissance. Soit, le 10 mai. Vos parents habitent près de Rouen, n'est-ce pas? Vous me l'avez dit du moins. Oui, près de Rouen. À Canteleu, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont petits rentiers. Ah, j'ai un grand désir de les connaître. Il hésita, fort perplexe. Mais c'est que ils sont. Puis il reprit son parti en homme vraiment fort. Ma chère amie, ce sont des paysans, des cabaretiers, qui se sont saignés aux 4 membres pour me faire faire des études. Moi, je ne rougis pas d'eux, mais leur simplicité, leur rusticité pourrait peut-être vous gêner. Elle souriait délicieusement, le visage illuminé d'une beauté douce. Non, je les aimerais beaucoup. Nous irons les voir, je le veux. Je vous reparlerai de ça. Moi aussi, je suis fille de petites gens, mais je les ai perdus, moi, mes parents. Je n'ai plus personne au monde. Elle lui tendit la main et ajouta « Que vous ?» Et il se sentit attendri, à remuer, conquis, comme il ne l'avait pas encore été par aucune femme. « J'ai pensé à quelque chose, dit-elle, mais c'est assez difficile à expliquer. » Il demanda « Quoi donc ?»« Eh bien, voilà, mon cher, je suis comme toutes les femmes, j'ai mes faiblesses, mes petitesses. J'aime ce qui brille, ce qui somme. J'aurais adoré porter un nom noble. Est-ce que vous ne pourriez pas, à l'occasion de notre mariage, vous anoblir un peu ?» Elle avait rougi à son tour, comme si elle lui eût proposé une indélicatesse. Il répondit simplement « J'y ai bien souvent songé, mais cela me paraît pas facile. » « Pourquoi donc ?» Il se mit à rire. « Parce que j'ai peur de me rendre ridicule. » Elle haussa les épaules.